théorie du portefeuille. C'est l'un des sujets les plus importants de la finance. Nous allons passer en revue la théorie historique de l'optimisation des portefeuilles, en commençant par l'optimisation moyenne-variance de Markowitz, où nous examinons les portefeuilles en termes de caractéristiques de performance déterminées par le rendement moyen et la volatilité des rendements. Cette analyse est élargie si l'on considère également l'investissement dans un actif sans risque. La théorie initiale sur l'analyse de portefeuille n'envisageait pas d'investir dans des liquidités, mais seulement dans des actifs risqués. Le problème change radicalement lorsque l'on ajoute l'actif sans risque. Ensuite, la théorie de l'utilité de Neumann-Morgenstern. Dans la théorie de la décision statistique, nous essayons de prendre des décisions dans l'incertitude d'une manière rationnelle. Von Neumann et Morgenstern ont développé une hypothèse d'utilité attendue pour la prise de décision rationnelle. Il s'agit là d'une motivation très importante pour l'analyse des décisions en général et la sélection des portefeuilles en particulier. Nous allons donc nous pencher sur cette question. Nous nous pencherons ensuite sur les contraintes d'optimisation du portefeuille. Il existe des problèmes réalistes lorsque vous avez, il y a la quantité d'argent que vous avez à investir, la quantité de capital que vous avez à investir, si vous pouvez vendre des titres à découvert ou non, s'il y a des sortes de limites dans la capacité des différents actifs que vous pourriez vouloir négocier. Ces éléments peuvent entrer en jeu et affecter les solutions. 2. Toutes ces méthodes reposent sur des estimations de la performance attendue des actifs, c'est à accent grave dire sur l'estimation des rendements ou des LFEs, ainsi que sur l'estimation des volatilités et des corrélations entre les actifs négociés. La plupart des théories dont nous allons parler aujourd'hui traitent des estimations, enfin, du problème qui consiste à supposer qu'il y a en fait un risque d'erreur. 3. La certitude de comprendre les caractéristiques sous-jacentes des rendements, les moyennes, les variances, les corrélations. Mais lorsque nous devons les estimer, cela pose des problèmes. Enfin, nous terminerons par quelques mesures alternatives du risque, qui étendent l'analyse simple de la moyenne, ou de la moyenne simple et de la variance. L'analyse de la moyenne et de la variance est une analyse à période unique. Ce que nous voulons faire, c'est envisager d'investir notre capital dans certains actifs. Et nous voulons le faire pour une seule période et de manière optimale. En termes de notation, nous considérons donc des actifs risqués indexés par I, de 1 à M. Les rendements d'une période unique seront un vecteur multivarié de ces rendements. La moyenne et la covariance de ces actifs sont représentés dans le vecteur des rendements. La matrice de covariance des volatilités au carré, les variances des actifs le long des diagonales et les covariances à l'extérieur des diagonales. Un portefeuille sera représenté par une pondération de nos investissements dans ces M actifs. Nous aurons donc un vecteur W, composé de W1 à WM. Je donne les poids relatifs et absolus de ces investissements. Nous supposerons que nous disposons d'une unité de capital à investir. La somme de ces poids est donc égale à 1. Le rendement attendu du portefeuille est donné par l'espérance de cette combinaison linéaire des rendements, qui est simplement la même combinaison linéaire des espérances sous-jacentes. Et la variance du portefeuille est donnée par la variance de la moyenne pondérée des rendements individuels, qui est donnée par cette forme quadratique de la matrice de covariance. Nous avons donc effectué ces calculs, où vous les comprenez, je pense, à partir de notre discussion sur les séries temporelles. Et c'est très simple. Avant d'aborder la théorie, examinons le problème.
examinons le problème de l'analyse de portefeuille dans un cadre très simplifié. Nous allons donc considérer deux actifs et parler de portefeuilles optimaux investissant dans ces deux actifs. Ainsi, M est égal à 2. Le premier actif a rapporté R1 avec une moyenne de 0,15. Je 4 vais considérer qu'il s'agit d'un rendement annualisé, soit un rendement annualisé de 15% et une volatilité de 25%. Le deuxième actif a un rendement attendu de 20% et une volatilité de 30%, sigma 2. 5. Ces actifs peuvent être corrélés. Nous laisserons ρ désigner la corrélation entre les deux. Et un portefeuille, en fait, tous les portefeuilles dans lesquels nous pourrions investir tant que nous sommes limités à une unité de capital et qu'il n'y a pas de vente à découvert, est donné par des portefeuilles indexés par W, en fait le montant d'argent que nous investissons dans le deuxième actif. RW est donc RW2 plus 1 moins RW1. C'est le rendement du portefeuille qui investit dans ces proportions dans les deux actifs. Le rendement attendu est cette combinaison linéaire, qui est donnée sous forme de matrice à la page précédente, ou dans les notes de cours. Et la variance R au carré de la volatilité est, c'est un moins oméga au carré multiplié par la variance de R1 plus W au carré multiplié par la variance de R2. Ensuite, nous avons un terme de covariance qui entre en jeu. L'analyse moyenne-variance de Markowitz porte essentiellement sur l'ensemble des portefeuilles réalisables. Nous simplifions les choses en nous concentrant uniquement sur la volatilité ou la variance et le rendement attendu de notre portefeuille. Nous pouvons donc définir l'ensemble de portefeuilles réalisables comme la collection de paires volatilité/rendement pour tous les actifs, ou pour tous les portefeuilles. Et puis, qu'est-ce que P*, cette collection? En gros, quel est l'univers des portefeuilles possibles que nous pourrions construire? Dans ce cas bidimensionnel, c'est très simple. Dans les cas multidimensionnels, c'est plus compliqué. Mais quels sont les portefeuilles optimaux? Sous-optimaux. Comment choisir ou identifier un portefeuille particulier dans lequel investir? Comment ce choix est-il effectué? Ces portefeuilles ont-ils une structure particulière? Vous verrez dans le cours d'aujourd'hui que la théorie de Markowitz et ses extensions apportent des réponses très élégantes à ces questions. Mais comprenons d'abord ce qui se passe dans le cas de deux actifs. Ce que je vais faire ici, c'est simuler 500 rendements hebdomadaires avec différentes valeurs de la corrélation entre les deux actifs. Et nous voulons examiner les rendements cumulés de chaque actif. Les rendements des actifs en termes de moyenne, de volatilités et de corrélation, un tracé de l'étoile pi, et le 6. Les rendements cumulés de chaque actif avec un portefeuille à variance minimale. Permettez-moi de souligner ici que nous voulons tracer sigma oméga par rapport à alpha oméga. Et nous avons deux actifs. Le sigma 1 et l'alpha 1 correspondent à notre premier actif. Sigma 2 et alpha 2 correspondent à notre deuxième actif. Ce point correspond à un W égal à 0 et l'autre à un W égal à 1, soit R1 et R2. Que se passe-t-il lorsque nous combinons des actifs dans un portefeuille? Jetons un coup d'œil à la simulation. Voici un graphique des rendements d'actifs simulés avec des rendements moyens de 15%, 25%, une volatilité de 20 à 30 et une corrélation des actifs de 0. Voici donc un diagramme de dispersion des rendements hebdomadaires. Il n'y a pas de corrélation apparente. Il y a en fait une corrélation d'échantillons,
parce qu'un échantillon de ces distributions n'aura pas une corrélation parfaitement nulle. En haut, nous avons les graphiques des rendements cumulés des deux actifs individuels. Il est évident que le graphique le plus élevé correspond à l'actif dont le rendement est le plus élevé, c'est-à-dire l'actif 2. Le vert correspond à l'actif 1. Le graphique en haut à droite est le graphique de l'ensemble réalisable lorsque nous répartissons entre l'actif 1 et l'actif 2. Par simulation, cette courbe correspond donc à l'ensemble des portefeuilles réalisables. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que nous pouvons obtenir une réduction de la volatilité du portefeuille sans compromettre, et en fait en améliorant, le rendement du portefeuille. Si nous investissons pleinement dans l'actif 1, nous en sommes à ce stade. Lorsque nous augmentons notre allocation vers l'actif 2, non seulement le rendement de l'actif du portefeuille augmente, mais la volatilité diminue. Dans cette simulation, j'ai également représenté le rendement du portefeuille correspondant à la variance minimale. Examinons donc un instant le portefeuille à variance minimale. Nous avons sigma au carré W est égal à 1 moins W au carré plus W au carré sigma 2 au carré, c'est sigma 1. 7 au carré. Et puis plus 0 dans le cas où il n'y a pas de corrélation entre les deux. 8. Des actifs. Si nous voulons minimiser la volatilité du portefeuille, nous pouvons prendre la dérivée de cette volatilité par rapport au poids et la fixer à 0. À quoi cela correspond-il? Eh bien, c'est, voyons voir, est-ce que j'ai bien fait? En fait, avec les notes précédentes, désolé, R1 est égal à 0. Ok, nous avons donc 2, 1 moins W sigma 1 au carré multiplié par moins 1 plus 2 watts sigma 2 au carré est égal à 0. Et donc en résolvant cela, nous obtenons W est égal à, eh bien, voyons voir, vous obtenez 1 sur sigma 1 au carré, désolé, 1 sur sigma 2 au carré divisé par 1 sur sigma 1 au carré plus 1 sur sigma 2 au carré. Si vous résolvez ce problème, vous obtenez en fait une pondération des différents actifs, qui les pondèrent de manière inversement proportionnelle au carré de leur volatilité. Avec ce graphique, vous pouvez voir que le graphique bleu est un peu plus proche de l'actif 1 que du rendement cumulé de l'actif 2. Cela correspond à une pondération légèrement plus élevée de l'actif 1, car 1 sur sigma 1 au carré est plus grand que 1 sur sigma 2 au carré. Voyons ce qui se passe si nous considérons des corrélations négatives entre les deux actifs. En fait, avant cela, si vous deviez choisir l'un de ces portefeuilles pour investir, y a-t-il des portefeuilles dans lesquels vous n'investiriez pas? Certains de ces portefeuilles sont-ils sous-optimaux en termes de variance moyenne? Audience, W1. Peter Camp Thorne, eh bien, W1 est certainement infaisable parce que nous pouvons augmenter sa moyenne et diminuer sa volatilité. En fait, tous ces points sont des portefeuilles sous-optimaux. Et à partir du portefeuille à variance minimale, qui nous permet d'obtenir la tangente verticale, tous les points à partir d'ici jusqu'à l'actif 2, en investissant pleinement dans l'actif 2, sont réalisables. Aucun de ces portefeuilles ne domine l'autre. En fait, il s'agit d'un compromis entre le rendement et la volatilité. C'est un point très important, il y a vraiment des portefeuilles que l'on peut ignorer en considérant qu'il y a définitivement. Eh bien, quand la corrélation est nulle, il y a un 9. Avantage A. Diversifier C. Deux actifs. Donc si vous avez un actif 10,
et que vous envisagez de mettre en commun cet actif avec un autre dans votre portefeuille, si ces actifs ne sont absolument pas corrélés, vous devriez être en mesure d'améliorer votre portefeuille en ajoutant une partie de l'allocation à ce deuxième actif. Examinons une corrélation plus négative entre les deux actifs, de moins 0,4. Ici, vous verrez qu'il y a essentiellement une inclinaison négative, dans le nuage de points des rendements. Et avec les portefeuilles de deux actifs, fondamentalement, l'ensemble réalisable, cet ensemble réalisable s'étend en fait plus à gauche. Ainsi, avec une corrélation négative entre les actifs, nous sommes en mesure de réduire encore plus la volatilité, si c'est ce que nous préférons. Si nous allons jusqu'à moins 0,8, la volatilité devient encore plus exagérée. Que va-t-il se passer si nous avons eu une corrélation négative de 1 entre ces deux actifs? Audience, le portefeuille peut avoir 0. Peter Camp Thorne, oui, alors un portefeuille de ces deux actifs peut avoir une variabilité nulle. Ainsi, dans le cadre des stratégies de couverture, on envisage souvent d'investir dans des actifs composés d'un titre sous-jacent et d'un produit dérivé. Et ce dérivé, s'il s'agit d'un futur, pourrait avoir une corrélation négative. On peut donc essentiellement couvrir la volatilité de manière presque parfaite. Ce cas particulier existe donc assez fréquemment et est exploité. Mais il ne ressort que de la simple analyse de cette simulation simple. Ok, examinons également l'augmentation de la corrélation. Oui. Audience, si la volatilité de l'ensemble du portefeuille est nulle, cela signifie-t-il qu'elle sera toujours constante? Elle sera? Peter Camp Thorne, qu'est-ce que cela signifie? Audience, cela signifie-t-il que, puisque la variance est nulle, elle sera en fait constante dans le temps? L'ensemble du portefeuille. 11. Peter Camp Thorne, ok, je veux dire que si la variance est nulle, elle devrait être constante. Une variance nulle signifie que sa valeur est constante. Audience, est-ce une bonne idée de faire cela? Peter Camp Thorne, eh bien, en termes de marché, rien n'a une volatilité nulle, presque rien n'a une volatilité nulle. Et donc en effet, mais dans la théorie des prix que 1. Bang discutera dans les conférences suivantes, si nous avons fondamentalement un portefeuille qui n'a pas de volatilité, alors son rendement devrait être égal à ce que devrait être un taux sans risque. Ce portefeuille particulier doit donc être structuré de manière à obtenir un rendement égal à un taux sans risque, à l'exception des coûts de transaction, des frictions et de tout ce qui s'ensuit. Mais oui. Si nous augmentons la corrélation de 0 à 0,4, nous bénéficions toujours de la diversification, mais dans une moindre mesure. En fait, nous ne sommes pas en mesure de réduire autant la variance. Et c'est encore plus exagéré avec une corrélation de 0,8. En ce qui concerne la simulation, je tiens à souligner une chose qui reviendra plus tard, j'ai simulé des rendements selon des distributions gaussiennes avec ses moyennes, ses volatilités et ses corrélations. Dans le panneau inférieur gauche, je donne les statistiques de l'échantillon. En fait, il s'agit de l'estimation maximale probable pour tous les paramètres. Vous constaterez que les estimations de l'échantillon diffèrent sensiblement des paramètres théoriques. Dans ce cas, la volatilité de l'échantillon est presque exactement la même pour le premier actif. Elle est légèrement inférieure à 0,287 pour le second. La moyenne de l'échantillon est de 0,21, ce qui est un peu élevé pour le premier.
et elle est de 0,321, ce qui est également un peu élevé pour le second. Revenons en arrière et regardons quelques autres, parce que cela peut devenir. Ok, en voici un où les moyennes de l'échantillon sont de 0,144 et 0,343. Ces valeurs sont donc très différentes des paramètres de la population. Et au moins, le deuxième actif a une moyenne d'échantillon beaucoup plus élevée. 12. Il est donc important de noter que les estimations de l'échantillon peuvent présenter une certaine variabilité. Il s'avère qu'il y a moins de variabilité dans l'estimation des covariances ZD. 13. Les corrélations, si les hypothèses se vérifient, et une plus grande variabilité des moyennes de l'échantillon. En fin de compte, nous devons donc être très attentifs aux estimations que nous utilisons et à leur degré d'incertitude. Ok, revenons maintenant aux notes de cours. Vue, écran, d'accord. Nous venons de voir comment nous évaluons différents portefeuilles en termes de paire de, essentiellement la moyenne du portefeuille et le carré de la volatilité du portefeuille. Des rendements attendus plus élevés sont évidemment souhaitables. Une faible volatilité est souhaitable. Ce que Markowitz a fait, c'est poser un problème de programmation quadratique, dans lequel nous voulons minimiser le carré de la volatilité du portefeuille sous réserve d'une contrainte sur la moyenne du portefeuille et en considérant que nous sommes entièrement investis. Ce problème mathématique est donc un problème d'optimisation convexe standard, un problème de programmation quadratique, qui est très simple. Nous le résolvons en définissant un Lagrangien. Fondamentalement, nous prenons notre fonction objective de la volatilité. Et nous voulons la minimiser. Nous allons utiliser un demi-facteur pour simplifier les calculs. Ensuite, nous ajoutons des Lagrangiens pour les différentes contraintes du problème. Nous avons donc lambda 1 fois alpha note moins W' alpha. Nous voulons que le rendement moyen, W' alpha, soit contraint d'être égal à alpha note. Nous voulons également que la somme des poids, W' mètre, soit égale à 1. Les conditions du premier ordre du Lagrangien nous donnent essentiellement ces deux contraintes de différenciation par rapport à lambda 1 et lambda 2. La condition initiale du premier ordre par rapport au poids du portefeuille nous permet essentiellement de résoudre ces poids. Cette condition d'ordre de force va résoudre notre problème, car si nous prenons la dérivée de second ordre de ce Lagrangien, elle sera sigma. Permettez-moi donc de souligner que si nous prenons d au carré L par dw, c'est égal à notre matrice de covariance sigma. Il s'agit d'une matrice définie positive ou semi-définie positive. Nous minimisons donc effectivement le problème. 14. Il s'agit donc d'une généralisation d'une parabole en plusieurs dimensions. Et nous essayons de la minimiser. Quelle est la solution? 15. Tout d'abord, nous pouvons résoudre la question de W, les poids, en termes de lambda 1 et lambda 2. Nous prenons donc la première équation des conditions du premier ordre et nous la prémultiplions par l'inverse de sigma à travers. Et nous obtenons W nul est égal à lambda 1 sigma inverse alpha plus lambda 2 sigma inverse, le vecteur d'unité ou le vecteur d'unité. Il suffit ensuite de résoudre lambda 1 et lambda 2 en introduisant cette solution W note dans les deux autres équations. Et ces deux équations pour les conditions du deuxième et du troisième ordre ne sont qu'un ensemble très simple d'équations linéaires. En gros, alpha note 1 est égal à une matrice multipliée par lambda 1 et lambda 2.
Et cette matrice A, B et C est donnée par off-prem sigma inverse alpha pour l'élément A. Et les éléments B et C sont des éléments correspondants. Ceci résout donc le problème. Et la variance du portefeuille optimal avec un rendement donné peut également être résolue en substituant simplement ces solutions. Nous obtenons ainsi que pour un alpha nul donné, notre rendement cible, le carré de la volatilité de ce portefeuille optimal a cette forme. Quelle est cette forme? C'est essentiellement une parabole en alpha 0. Ok, donc quand nous regardons, y a-t-il une gomme? La voici. Quand nous regardons ce graphique dans le cas bidimensionnel, il s'agit essentiellement d'une parabole. Je ne sais pas très bien dessiner les paraboles. Mais il y a une parabole entre ces deux points qui caractérise la chose. Dans le cas des actifs multiples, il s'agit simplement d'une extension multivariée. Ce problème particulier peut également être envisagé de deux autres manières. Auparavant, nous cherchions à minimiser la variance, sous réserve d'une contrainte sur le rendement attendu. Nous pouvons également dire, maximisons le rendement, sous réserve d'une contrainte sur la volatilité. Et ce problème a fondamentalement le même Lagrangien. Nous pouvons également envisager de maximiser la moyenne pondérée du rendement et 16. D'avoir un multiple négatif de la variance et de maximiser cette expression. Il s'agit en fait de l'optimisation de l'aversion pour le risque, qui consiste à pénaliser les portefeuilles W en fonction de leur variance. Le facteur lambda nous indique comment. 17. Le montant de la pénalité à associer par unité de variance. Il s'agit de problèmes équivalents résolus par le même Lagrangien. À partir de ces problèmes, nous pouvons définir la frontière efficiente, qui est l'ensemble de toutes les solutions possibles, où nous faisons varier le rendement cible parmi les valeurs réalisables et la volatilité parmi les valeurs réalisables également. La frontière efficiente se contente donc de retracer ces solutions. Et dans notre cas à deux variables, notre cas à deux actifs, nous avons sigma et alpha. Nous avons deux actifs. Il s'agit essentiellement d'une parabole. Si nous avons deux autres actifs avec lesquels nous investissons, alors si nous considérons que les portefeuilles à deux actifs ne sont que ces deux actifs, il y a en fait une autre parabole. Et si nous prenons en compte d'autres actifs, nous obtenons toutes ces paraboles de deux portefeuilles d'actifs. Les combinaisons de ces deux portefeuilles d'actifs nous donnent notre ensemble réalisable. En fin de compte, nous disposons donc d'un ensemble convexe de tous les actifs réalisables, qui définit la frontière efficiente. Et la frontière efficiente correspondra toujours à la partie supérieure de cette courbe. Voyons voir, le prochain sujet concerne l'ajout d'un actif sans risque dans lequel investir. Le problème, tel qu'il a été énoncé jusqu'à présent, est que nous voulons être pleinement investis dans tous nos actifs. Quels sont les portefeuilles optimaux? Que se passe-t-il si nous voulons investir une partie de notre argent, de notre capital, uniquement dans des liquidités? Ou ne pas investir la totalité de notre capital et investir le reste dans le portefeuille? Si nous considérons l'ajout d'un actif sans risque, il s'agit alors d'un actif. Nous l'appellerons le 0 de actif. Il a, disons, un certain rendement escompté ou non. Il est sans risque. C'est donc une constante. Sa variance est nulle. Et si nous investissons également dans cet éventuel actif risqué, nous pouvons alors considérer que nous investissons des poids dans l'actif risqué et un moins W fois le 18.
Vecteur unitaire dans l'actif sans risque. 19. Et voyons, je veux dessiner ce graphique ici. Voyons ce qu'il en est. Supposons que nous ayons deux actifs pour lesquels il s'agit de l'ensemble efficace. Et nous envisageons maintenant d'autoriser l'investissement d'un actif sans risque. Eh bien, cet actif sans risque est essentiellement ce point ici. Il a une moyenne R nulle et une variance de 0. Si nous combinons cet actif avec l'un de ces portefeuilles, quel sera l'ensemble réalisable? En fait, nous pouvons investir une partie de l'argent dans l'actif sans risque et une autre partie dans l'actif 2. Nous pouvons donc obtenir n'importe quel point le long de cette ligne. Fondamentalement, si nous investissons dans l'actif sans risque, si nous investissons une certaine fraction dans l'actif 2 et le reste dans l'actif sans risque, alors notre rendement attendu est la ligne linéaire entre R nul et alpha 2. Et la volatilité d'une moyenne pondérée, d'une fraction de l'actif 2 a une volatilité donnée par la pondération multipliée par la volatilité. Ce point correspond donc à, disons, W fois sigma 2 pour la volatilité et R note plus W fois alpha 2 moins R note. Ce qui est spectaculaire, c'est que nous sommes en mesure de réaliser une amélioration par rapport au point de la frontière efficiente, comme, par exemple, le portefeuille à variance minimale. Et si nous considérons la fraction ici, nous avons un rendement plus élevé et une variance plus faible que le portefeuille à variance minimale que nous avons considéré précédemment. Investir dans l'actif sans risque élargit donc considérablement notre espace d'opportunité. Il en résulte des résultats très particuliers. Passons donc en revue les mathématiques qui permettent de résoudre ce problème. Dans les notes de cours, je vais passer en revue cette question assez rapidement, car si vous la parcourez lentement, vous vous direz que c'est très simple et logique. Nous allons donc minimiser la volatilité sous réserve que le rendement soit égal à l'alpha 0. Nous définissons le Lagrangien et les conditions du premier ordre, nous les résolvons. Et si nous les résolvons, nous obtenons, fondamentalement, lambda 1a. 20. Cette belle forme ici. Et ceci est obtenu par une simple résolution des équations de C. Deux conditions du premier ordre. 21. Et si nous disposons de M actifs lorsque nous examinons la solution, nous obtenons un portefeuille optimal dont le vecteur W note est donné par cette solution et dont le lambda 1 est donné par la solution. Le vecteur W note est la proportion ou l'allocation aux actifs risqués. Ce qui varie en fonction de notre objectif de rendement, alpha note, est simplement ce multiplicateur lambda 1 de Lagrange. Fondamentalement, alpha note, notre objectif de rendement, n'affecte que la valeur de lambda 1. Et nos pondérations dans l'actif risqué sont un simple multiple d'un vecteur fixe de pondération relative. Et ce vecteur fixe de poids relatif est l'inverse d'une matrice de covariance des actifs multipliée par alpha moins 1 mètre R0. Nous disposons donc d'un portefeuille qui investit dans les actifs à risque de la même manière. La seule chose qui diffère est le poids que nous donnons à ce portefeuille particulier. Au fur et à mesure que nous augmentons lambda 1, nous attribuons davantage de poids à ce vecteur fixe. Nous investissons donc proportionnellement dans les actifs. Et nous ne faisons qu'échelonner le poids de ce facteur global pour atteindre différents niveaux de rendement. D'accord, nous pouvons obtenir de belles expressions de forme fermée pour la variance du portefeuille en étendant le cas à deux actifs. Fondamentalement, la variance du portefeuille est une parabole du rendement cible.
Ainsi, lorsque nous augmentons notre rendement cible, nous devons augmenter la variabilité de notre portefeuille. Ce compromis existe lorsque nous utilisons des portefeuilles optimaux. Et si nous considérons le portefeuille optimal entièrement investi, eh bien, le portefeuille entièrement investi, c'est-à-dire rien en liquidité, tout investir dans les actifs risqués, nous allons en fait l'appeler le portefeuille de marché. Et les expressions ici nous donnent les pondérations de ce portefeuille de marché. Cela peut sembler un peu compliqué en termes d'expression. Mais il s'agit en fait d'expressions fermées assez simples pour le rendement attendu et la variance du portefeuille de marché. Ce qui se passe ici, c'est que nous avons, en fait, pour les actifs risqués, nous avons un ensemble de portefeuilles efficaces ou réalisables, qui se situent tous dans cette fourchette. Et avec notre actif risqué, nous pourrions investir ici. Ainsi, le portefeuille 22 optimal, dans le cas où nous pouvons investir dans l'actif sans risque, correspondra essentiellement à la maximisation du rendement moyen de tous les portefeuilles. Il s'agit donc en fait de 23 correspondent à la ligne tangente simple, qui traverse essentiellement le portefeuille de marché, qui est le portefeuille entièrement investi. Cette structure du problème est en fait incroyablement puissante. Tobin a publié un article important dans lequel il affirme que, dans le cadre de ses hypothèses pour le problème de l'investissement, chaque portefeuille sera une combinaison optimale de l'actif sans risque et du portefeuille du marché. Ainsi, quel que soit le niveau de risque que vous souhaitez prendre, le portefeuille optimal est essentiellement le même. Tout dépend de la quantité de capital que vous allez investir dans ce portefeuille optimal. Tous les portefeuilles optimaux investissent donc dans les mêmes actifs risqués que le portefeuille de marché, dans les mêmes proportions. La seule différence est leur poids total. En introduisant les expressions des différents multiplicateurs de Lagrange pour un portefeuille donné, P avec le rendement, nous obtenons cette expression. Permettez-moi de la résumer. Supposons que nous voulions un portefeuille P tel que l'espérance de notre P soit égale à alpha 0, alors ce portefeuille RP va être égal, en gros, il va investir dans l'actif sans risque avec un -1 transposé WM plus WM transposé, je suis désolé, WM fois le rendement du marché. Les pondérations réelles sont données par cette expression, qui nous donne l'expression que je viens d'écrire au tableau. Le rendement attendu est donc R nul plus WM fois le rendement du marché moins R nul. Et la volatilité, sigma carré P, est simplement le carré du poids dans le marché multiplié par la volatilité du marché. Cela conduit à la définition de la ligne du marché des capitaux, qui est essentiellement cette ligne ici. Il s'agit de notre ligne de marché des capitaux pour l'optimisation du portefeuille. La structure de cette ligne est telle que ce point pour le portefeuille de marché dont la volatilité est donnée par la volatilité sigma m du portefeuille de marché et le rendement du marché, alpha m, ou la valeur attendue de Rm. Et la pente de cette ligne est donnée par l'alpha m moins R note sur sigma m et les points le long de la ligne sont donnés par R note plus sigma p multiplié par ce facteur. Il s'agit donc de la valeur attendue de RP, c'est-à-dire de tout portefeuille optimal dont le 24 rendement est égal au taux de rendement sans risque. 25 plus un multiple du rendement par risque du portefeuille de marché. Ce terme est appelé le prix du risque de marché. Oui. Audience, est-ce la même chose que le ratio de Sharpe? Peter Camp Thorne, il est proche du ratio de Sharpe.
Le ratio de Sharpe est, oui, c'est le ratio de Sharpe pour le portefeuille de marché. Ainsi, si nous voulons investir sur le marché, notre décision se résume à déterminer le niveau de risque que nous sommes prêts à prendre. Et la compensation pour la prise de risque supplémentaire est un rendement supplémentaire. Pour ce faire, nous investissons essentiellement dans le même portefeuille, mais nous changeons l'échelle à laquelle nous investissons dans ce portefeuille. Jusqu'à présent, nous avons envisagé des points entre un investissement total sur le marché et un investissement total en liquidité. Si nous sommes en mesure d'emprunter de l'argent au taux sans risque, nous pouvons alors allouer des pondérations supplémentaires au portefeuille de marché et atteindre des points qui sont au-delà, ont un rendement plus élevé, une volatilité plus élevée que le portefeuille de marché. Nous pouvons en fait exercer un effet de levier sur la stratégie en empruntant de l'argent et en l'investissant dans ce portefeuille de marché. Ainsi, la frontière efficiente, si nous pouvons emprunter du risque librement, serait simplement la ligne du marché des capitaux étendus. Voici une liste des documents qui traitent en quelque sorte des fondements classiques de la question. Ils sont tous accessibles sur le web. Je vous encourage à les consulter, car les arguments sont très simples. La motivation et le contexte sont intéressants à lire. Pratiquement toutes les personnes figurant sur cette page ont reçu un prix Nobel, à l'exception de Lindner. Je pense qu'il est mort avant que le prix Nobel ne soit décerné à Markowitz et Sharpe, mais il aurait certainement été pris en compte dans ce cas. Audience, et le dernier. 26. Peter Campthorne. Pardonnez-moi. 27. Audience, les dernières nouvelles. Peter Campthorne est le dernier en date, oui, fameux a été récompensé, il y a quoi, 2 semaines. Très bien, passons à la théorie de l'utilité de von Neumann-Morgenstern. Dans l'analyse moyenne variance de Markowitz, nous avons en quelque sorte réduit tous les portefeuilles aux propriétés de leur rendement attendu et de leur variance ou volatilité. Dans quelles circonstances cela pourrait-il être une très bonne décision à prendre pour l'optimisation des portefeuilles, les allocations de portefeuille? La théorie de von Neumann-Morgenstern est une théorie qui motive la prise de décision dans l'incertitude, où vous devriez spécifier une fonction d'utilité pour votre richesse, et vous devriez prendre des décisions qui maximisent l'utilité attendue de votre richesse. La théorie est vraiment très puissante en ce sens que lorsque vous prenez des décisions dans l'incertitude, il y a des choses rationnelles que vous devriez faire. Si vous aimez les rendements élevés, la décision devrait être cohérente avec la préférence pour les résultats à rendement élevé. Si vous n'aimez pas la variabilité, vous devriez préférer les rendements qui ont la même espérance de rendement et qui ont une volatilité plus faible. Mais selon la manière dont votre fonction d'utilité est définie, vous pouvez obtenir des résultats différents. Pour définir ce problème, examinons le problème abordé par Markowitz. Il s'agit d'un investissement à une période. Vous commencez avec la richesse initiale, W0. Vous allez choisir un portefeuille P. Et la richesse après une période sera simplement 1 plus le rendement de ce portefeuille étant donné la richesse terminale W. Et notre fonction d'utilité sera une mesure quantitative du résultat, quelle est la valeur pour l'investisseur. Nous voulons simplement calculer la volatilité attendue des différentes stratégies et trouver celle qui maximise l'utilité attendue. Quelles sont les propriétés fondamentales des fonctions d'utilité?
Si nous représentons graphiquement la richesse, notre utilité de la richesse, à partir de W0, notre richesse initiale, si nous avons une plus grande richesse, nous aurons vraisemblablement une plus grande utilité. La pente de la fonction d'utilité devrait donc être croissante. Peut-être qu'au fur et à mesure que l'on s'enrichit, le bénéfice marginal d'une richesse 28. Supplémentaire n'est plus aussi important que lorsque l'on était pauvre. La courbe de la fonction d'utilité devrait donc s'atténuer quelque peu. 29. Ok, ces conditions correspondraient à une dérivée première toujours croissante et à une dérivée seconde peut-être inférieure à 0. La littérature définit l'aversion pour le risque, l'aversion pour le risque absolu et l'aversion pour le risque relatif. Il s'agit de fonctions simples des dérivées premières et secondes de la fonction d'utilité. Pour voir où cela entre en jeu, supposons que la fonction d'utilité est une fonction lisse et considérons les théories de Taylor sur l'approximation de cette fonction. Si nous considérons l'expansion de la fonction d'utilité autour d'une richesse de base, W star, elle est simplement égale à la valeur de double star plus la dérivée première multipliée par W moins W star plus 1/2 la dérivée seconde multipliée par l'écart au carré de la richesse par rapport à W star. Et si nous prenons les attentes de ceci, et si W star est la variable aléatoire de la richesse attendue, alors cette utilité attendue est en fait proportionnelle à la richesse attendue moins 1/2 lambda multiplié par la variance de la richesse. Ainsi, à un second degré d'approximation, cette utilité attendue est une fonction qui considère le rendement attendu moins un multiple de la volatilité de ce rendement, ou de la richesse si nous la considérons à cette échelle. Les économistes ont donc travaillé sur différentes fonctions d'utilité. Les types de fonctions avec lesquelles ils travaillent sont toutes les fonctions simples que nous connaissons en tant que mathématiciens, les fonctions linéaires, les fonctions quadratiques, les fonctions exponentielles, les fonctions de puissance et les fonctions logarithmiques. Ce sont donc les premières qui viennent à l'esprit des économistes. Mais il existe en fait une théorie très riche en termes de choix d'investissement avec différentes fonctions d'utilité de ces types. Des travaux intéressants ont été réalisés dans ce domaine dans la littérature économique. Il convient de souligner qu'avec une utilité quadratique, si nous considérons l'utilité attendue dans le cadre d'une utilité quadratique, il s'agit de la fonction d'utilité attendue qui ne dépend que de la richesse attendue et de la variance de la richesse, qui ne dépend que du rendement attendu et de la variance du rendement du portefeuille. Si nous travaillons avec une fonction d'utilité quadratique, l'analyse de la moyenne est de 30. La variance est donc la bonne chose à faire dans le cadre de la théorie de l'utilité. Attendu de von Neumann-Morgenstern. C'est donc une bonne décision si c'est la fonction d'utilité. 31. Quand cette solution n'est-elle pas préférable? En fait, elle n'est pas préférable si vous avez une fonction d'utilité différente. Il se peut que la fonction d'utilité doive ajouter des pénalités pour l'asymétrie ou l'aplatissement. Et cela n'est pas pris en compte ici. Des extensions peuvent donc être envisagées. Un fait mathématique intéressant est que sous l'hypothèse, ou devrais-je dire l'imagination, que les rendements sont distribués de manière gaussienne. Les moyennes et les variances des portefeuilles caractérisent alors complètement toutes les distributions des portefeuilles d'actifs, si les actifs sous-jacents sont des distributions gaussiennes.
Une analyse moyenne-variance est donc optimale pour les fonctions d'utilité non quadratique, si les actifs sous-jacents sont des distributions gaussiennes, car seules les moyennes et les variances vont caractériser les portefeuilles optimaux et leurs propriétés. Et je suppose que la dominance stochastique des fonctions de ces variables s'applique généralement lorsqu'il existe une dominance stochastique correspondante en termes de moyenne et de variances. Quoi qu'il en soit, ce type de théorie peut être impliqué. Elle permet d'étendre le modèle de base que nous considérons ici. Passons maintenant au sujet des contraintes de portefeuille. Jusqu'à présent, en examinant ce problème, nous n'avons imposé aucune contrainte. Nous voulons simplement maximiser le rendement, minimiser la variance et envisager des compromis entre les deux. Dans les problèmes pratiques d'optimisation de portefeuille, différentes contraintes entrent en jeu. Les portefeuilles à long terme ne contraignent les pondérations qu'à être positives. Il peut y avoir des contraintes de détention, ce qui peut signifier que nous ne voulons pas que la quantité d'un actif donné soit trop importante. Dans le cas des stratégies d'action, il n'est pas souhaitable de détenir, si vous avez une sorte de stratégie de négociation à fréquence moyenne dans les actions, il n'est pas souhaitable de détenir beaucoup plus que le volume de négociation de quelques heures ou peut-être d'une journée dans l'actif, parce que si vous devez le vendre, il n'y aura pas vraiment de liquidité pour le négocier. Mais nous pouvons ajouter 32. Il y a une simple contrainte linéaire sur les participations. Il pourrait y avoir une rotation. 33. Les contraintes. Si nous envisageons d'ajuster notre portefeuille d'une période à l'autre, il y a des limites à la quantité d'actifs que nous pouvons négocier. Il peut y avoir des contraintes d'exposition à un indice de référence. Supposons que nous voulions investir dans un portefeuille qui ressemble beaucoup à un indice de marché, disons le S&P 500. Mais nous voulons essayer de faire mieux que le S&P 500. Mais nous voulons nous protéger contre le risque de ne pas être très proche de l'indice de référence si nos paris, c'est-à-dire notre allocation, sont erronés. On peut alors contrôler l'écart par rapport à l'allocation de référence, puis limiter cet écart de manière à pouvoir limiter la distance par rapport aux pondérations de référence que l'on souhaite pour son portefeuille. Cela permet d'envisager des stratégies qui font aussi bien ou mieux que certains indices de référence. Dans le même ordre d'idées, il y a les contraintes de tracking error. Outre le fait que les pondérations de l'allocation ne doivent pas s'écarter beaucoup de celles de l'indice de référence, nous pouvons tenir compte de l'ampleur de la variation de notre portefeuille par rapport à l'indice de référence sous-jacent. Nous pouvons également considérer la tracking error entre notre portefeuille P et l'indice de référence sous-jacent, mesurer cette tracking error en termes de variabilité, cette différence, et vouloir la contrôler. Il existe également des contraintes liées aux facteurs de risque. Sur les marchés d'actions, de nombreux facteurs différents influencent les rendements. Ces facteurs peuvent être identifiés de manière empirique et contrôlés en limitant l'exposition aux différents facteurs dans le portefeuille. Nous verrons cela dans le prochain cours. Mais fondamentalement, s'il existe des facteurs sous-jacents F, le rendement de l'actif I peut être expliqué par une sorte d'alpha idiosyncrasique pour cet actif, plus certaines corrélations avec les facteurs de marché F, et enfin une innovation résiduelle epsilon. Les rendements de ces actifs peuvent donc être expliqués à 50% par les forces sous-jacentes du marché et à 50% par les facteurs sous-jacents, que JT, qui sont constants pour I. Ces facteurs affectent donc toutes les actions avec différents coefficients bêta IK.
Dans notre portefeuille, nous pouvons vouloir limiter l'exposition à un facteur donné. Dans de nombreuses stratégies, il s'agit en fait de neutraliser le portefeuille par rapport. 34. À ces facteurs de risque de marché. 35. Nous pouvons donc contraindre nos pondérations à une exposition nulle à ces différents facteurs de marché. Il existe d'autres contraintes, comme la taille minimale des transactions. En général, les transactions sur les actions se font en unités de 100 actions, bien que cela soit en train de changer. Il peut y avoir des tailles minimales de détention. Et il y a aussi des contraintes de nombre entier qui peuvent être appliquées. Si vous négociez des actifs dont la valeur est importante, ces contraintes sur les nombres entiers entrent en jeu. Si vous négociez des actions Google, combien valent-elles aujourd'hui? Audience, $800. Peter Campthorne, quelque chose comme ça. Comparez cela avec Ford, qui coûte environ $50, ou je ne sais pas, mais il y a des ordres de grandeur de différence. Les contraintes liées aux nombres entiers peuvent donc entrer en ligne de compte. Si vous avez affaire à un très grand nombre d'entreprises, ces éléments n'ont pas vraiment d'impact, mais ils peuvent en avoir un avec des portefeuilles plus petits. Mais ils peuvent l'être pour des portefeuilles plus petits. Toutes ces différentes contraintes peuvent être exprimées sous la forme de contraintes linéaires et quadratiques sur les pondérations. La configuration du problème d'optimisation du portefeuille peut donc être la même que précédemment, sauf que nous ajoutons ces contraintes supplémentaires. Nous ajoutons donc des multiplicateurs de Lagrange supplémentaires fois ces contraintes particulières avec leur quadratique linéaire. Nous pouvons ainsi mettre en œuvre le problème d'optimisation du portefeuille. Permettez-moi de prendre un exemple. Prenons un exemple de fonds sectoriel américain négocié en bourse entre 2009 et la semaine dernière. Fondamentalement, les fonds négociés en bourse vous permettent d'investir sur les marchés d'actions avec des actifs uniques qui représentent différents secteurs. Les fonds examinés ici sont essentiellement des fonds négociés en bourse qui investissent dans les différents grands. 36. Secteurs industriels du marché américain, depuis les matériaux, les soins de santé, les biens de consommation de base, jusqu'à la technologie et les services publics. Voici un graphique des rendements cumulés de ces 9 fonds négociés en bourse sur la période allant de 2009 à la semaine dernière. Ce que l'on peut constater, c'est que 37. En fait, ils ont des performances différentes. Ce que j'aimerais faire, c'est examiner ce qu'aurait été une allocation optimale entre ces fonds négociés en bourse au cours de cette période. Il s'agit donc d'examiner les données et de voir comment nos outils d'analyse de portefeuille aboutiraient à des répartitions d'applications particulières. Nous pouvons donc examiner le risque par rapport au rendement annualisé de ces fonds. Voyons voir, je suppose que c'est suffisant. Quoi qu'il en soit, vous pouvez voir une fourchette de volatilité comprise entre 0 et 30. Et vous souhaitez que votre ajustement soit compris entre 0 et 25. Les différents secteurs sont représentés sur ce graphique. Il s'agit donc de notre ensemble réalisable, c'est le graphique du rendement par rapport à la volatilité pour ces 9 fonds négociés en bourse. Il s'agit ici des services publics. Là, ce sont les valeurs financières. Voici les biens de consommation de base. Tout en haut, il y a la consommation discrétionnaire. J'ai appliqué une optimisation de la moyenne variance à ce problème, en supposant qu'il y ait une contrainte de 30% du capital par actif.
Nous ne voulons donc pas investir plus de 30% du capital dans un seul fonds négocié en bourse. Ce graphique montre comment, à mesure que nous faisons varier notre objectif de rendement entre la valeur minimale et la valeur maximale pour un investissement complet, quelle part du capital nous allons investir dans les différents secteurs. Ce que vous pouvez voir, c'est que le jaune, qui est la consommation de base, a un poids très élevé. Le vert, c'est l'énergie, voyons voir, je pense que c'est l'énergie, c'est le suivant. Et l'orange, c'est la santé. Ce qu'il est important de voir, c'est que lorsque nous examinons la fourchette inférieure des rendements, c'est-à-dire lorsque nous attendons des rendements supérieurs au taux sans risque qui est très bas, la proportion relative d'investissement dans les différents actifs est la même. Fondamentalement, ces allocations augmentent lentement, de manière linéaire. Et cela correspond à l'investissement dans le portefeuille optimal sans contrainte avec une valeur fixe. 38. Mais dès que nous atteignons les 30%, cette contrainte commence à être active. Nous ne pouvons plus investir dans ces titres. Nous devons donc investir davantage dans d'autres titres. Et donc, fondamentalement, plus 39. Et donner au consommateur discrétionnaire et l'autre. Voici un autre graphique des mêmes données, avec un empilement de l'allocation. Nous considérons donc la façon dont nous investissons notre capital. Le rouge foncé représente la quantité d'argent que nous investissons en liquidité. Ensuite, ces lignes colorées indiquent, par leur longueur verticale, combien nous investissons dans les différents fonds négociés en bourse. Ainsi, au fur et à mesure que les contraintes sont atteintes, le portefeuille change en termes de structure globale. Et ce qui peut arriver, c'est qu'en fait, alors que nous essayons d'obtenir de plus en plus de rendement, il se peut qu'il n'y ait pas d'actifs qui fournissent ce rendement supplémentaire, ou qu'il y ait très peu d'actifs qui fournissent ce rendement. Dans ce cas, les valeurs technologiques entrent en ligne de compte car nous essayons d'obtenir des niveaux de rendement très élevés dans nos portefeuilles optimaux. Ainsi, si nous voulons vraiment obtenir un rendement plus élevé, le risque sera plus élevé. Et à ce stade, nous désallouons une partie de la consommation de base et de la consommation discrétionnaire. Voici un graphique de la frontière efficiente estimée à partir des données. Ce que vous pouvez voir, c'est que ces portefeuilles optimaux apportent des améliorations par rapport à chacun des fonds négociés en bourse, en termes de rendement plus élevé avec un risque plus faible. Et si nous considérons un rendement cible de 10%, ok, voilà le portefeuille. J'ai représenté ici en bleu continu le portefeuille optimal avec une volatilité de 10%. C'est la ligne bleue continue. Voici donc les résultats avec un capital contraint de 30%. Comment ce problème va-t-il évoluer si nous réduisons la contrainte de capital de 30% par actif à 15%? Qui peut nous dire ce qui va changer? Audience, je suis un peu perdu. Pourriez-vous imposer une contrainte à l'actif sans risque? Pourriez-vous le faire aussi? 40. Peter Campthorne. L'actif sans risque ne comporte aucun risque. Et donc, en mettant une contrainte, bien, vous pourriez mettre une contrainte pour qu'il ne devienne pas négatif et qu'il ne soit pas supérieur à 1. Il s'agit donc bien d'une contrainte. Ce sont des contraintes qui sont imposées ici. Mais, 41. Je suppose que, dans certains cas, il y a des fonds de dotation,
par exemple, dont la politique d'investissement stipule qu'ils veulent qu'une certaine fraction des actifs soit investie dans des actifs à risque et non dans des liquidités. Il s'agit donc d'une contrainte réaliste dans certaines circonstances. Il s'agit simplement de mettre en évidence la manière dont les allocations varient en fonction des actifs à risque si nous n'avons que des contraintes très simples sur l'investissement en liquidité. La question sur laquelle je souhaite me concentrer est celle de savoir ce qui se passe si nous rendons la contrainte de localisation maximale plus stricte. Ainsi, elle est de 50% au lieu de 30%. Ce qui va se passer, c'est que ces contraintes de capital vont commencer à se faire sentir plus tôt. Nous devons donc allouer des fonds à d'autres fonds négociés en bourse. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne avec le même graphique. Voyons voir. Ok, je vais fermer ce graphique et ensuite nous irons ici. Ok, cela montre comment les allocations varient avec une allocation de 50%. Je le publierai sur le site web du cours. Mais il s'avère que la frontière efficiente est en fait plus basse. En fait, pour obtenir des rendements plus élevés, nous ne pouvons pas obtenir ces rendements plus élevés en obtenant le meilleur rendement possible. Nous ne voulons pas allouer trop de fonds à ces titres à haut rendement et à haut risque. Ainsi, la frontière optimale, la frontière efficiente estimée, est en fait en pente descendante. Avec cet exemple particulier de fonds négociés en bourse et la manière dont vous les répartissez, nous avons un aperçu de l'optimisation des portefeuilles. Il ne s'agit pas vraiment d'un cadre réaliste, car nous examinons le passé et utilisons les performances réelles de l'échantillon pour définir ces portefeuilles. Permettez-moi de mettre en lumière un exemple d'application de ce type de méthode avec un. C'est ici. Oui, d'accord. Est-ce le bon graphique? D'accord, supposons que nous envisagions de ne pas investir dans des fonds négociés en bourse. Mais nous sommes un fonds spéculatif. Et nous avons des modèles de tarification sectorielle pour tous ces différents secteurs. 42. Ce que nous pouvons faire, c'est envisager des positions longues ou courtes dans ces secteurs. En fait, nous envisageons une sorte de stratégie neutre par rapport au marché. Secteur par secteur, et nous envisageons d'investir secteur par secteur dans ces différents modèles sectoriels. 43. Voici un graphique de différents modèles de tarification multifactorielle pour la négociation de programmes neutres par rapport au marché dans chacun des 9 secteurs industriels, ceux-là même qui correspondent aux fonds négociés en bourse. Comme ces stratégies sont neutres par rapport au marché, les rendements totaux sur une période de 5 ans sont plutôt modestes, à savoir 60% pour certains modèles et 20% pour d'autres. Ce qui est particulièrement intéressant avec ces modèles, c'est qu'ils ont tendance à être moins corrélés. Et les avantages en termes de diversification peuvent être assez spectaculaires. Voici donc un graphique des répartitions optimales entre ces différents modèles sectoriels neutres par rapport au marché. Nous pouvons voir que ce modèle rouge a beaucoup de poids. Il s'agit en fait du secteur des services publics. Les autres modèles sont les secteurs de l'industrie et de l'énergie. Si nous envisageons d'investir dans ces secteurs, nous pouvons atteindre une volatilité cible de 10%, nous allons atteindre cette ligne bleue solide, en tant que stratégie de portefeuille. Et l'on peut voir comment, en combinant ces actifs ensemble, ces actifs sont différents modèles de négociation neutres par rapport au marché, nous devons tirer un avantage considérable de l'optimisation du portefeuille.
Et le plus grand avantage de l'optimisation du portefeuille est dû au fait que ces stratégies ont tendance à avoir des corrélations beaucoup plus faibles les unes avec les autres. Revenons en arrière, finissons avec « Comment revenir en arrière ?» Où est mon point rouge ? Pour conclure la discussion, il est important de souligner qu'avec ces méthodes, nous avons utilisé des rendements estimés, des volatilités estimées et des corrélations. Ces estimations peuvent avoir un impact considérable sur les résultats. Il y a essentiellement des choix de période d'estimation. Il y a des erreurs d'estimation. Différentes techniques peuvent moduler ces problèmes. Les moyennes mobiles exponentielles sont souvent appliquées. Des modèles factoriels dynamiques sont 44. Utilisés. Fondamentalement, plutôt que d'utiliser des estimations d'échantillons de la variance, de la matrice de covariance, l'utilisation de modèles factoriels pour estimer la matrice de variance et de covariance permet d'obtenir des données d'entrée plus précises pour l'optimisation. Enfin, avec différentes mesures du risque, nous nous sommes concentrés sur la volatilité du portefeuille et sur sa minimisation. Les méthodologies peuvent être étendues pour obtenir différentes mesures du risque. 45. Les mesures du risque, l'écart absolu moyen, par exemple, ou la semi-variance. Pour ce qui est de la volatilité quadratique et de sa minimisation, vous vous souviendrez que dans l'analyse de la vraisemblance des distributions gaussiennes, les écarts quadratiques par rapport aux moyennes caractérisent la variabilité. Si nous nous concentrons sur l'écart absolu moyen, alors les distributions de probabilité qui se rapportent à l'écart absolu par rapport à la distribution de caractérisation moyenne pourraient être appropriées. Et en effet, les distributions avec des queues plus lourdes, comme les distributions exponentielles, sont appropriées lorsque nous considérons l'écart absolu moyen. Ainsi, certaines mesures alternatives du risque sont appropriées lorsque la mesure de la volatilité elle-même n'est pas nécessairement appropriée en raison des hypothèses de distribution. La semi-variance a été introduite par Markowitz, où l'on s'intéresse au contrôle du risque de baisse par rapport au risque de hausse. Il existe des mesures de la valeur à risque qui sont maintenant tout à fait standards dans la gestion de portefeuille et la gestion d'actifs risqués, où l'on est en fait, cela a été introduit par Ken Abbott dans l'une des premières conférences. La valeur à risque est une idée très simple qui consiste à caractériser le résultat comme une sorte de seuil extrême, disons au niveau de 5% ou de 1%, et à garder et surveiller la valeur à risque. Ainsi, si nous avons un risque qui se situe dans les 5% ou 1% des cas les plus défavorables, quel est le niveau de risque? Quel est ce niveau? C'est la valeur à risque. Cette mesure du risque est simple à définir et raisonnablement simple à estimer. Mais elle ne caractérise pas l'exposition potentielle en cas de dépassement. Et il existe des extensions de cette mesure. La valeur à risque conditionnelle, qui examine la perte attendue, étant donné que vous dépassez le seuil de la valeur à risque. Et cette méthode est maintenant, je pense qu'elle va être incorporée dans les exigences réglementaires pour les banques en ce qui concerne la façon dont elles mesurent le risque. À l'heure actuelle, je pense que la valeur à risque est presque la seule à être utilisée. Des extensions comme cette valeur à risque conditionnelle seront certainement appliquées. 46. Dans le cadre de la discussion sur les différentes mesures de risque, il existe une littérature sur les mesures de risque appropriées et sur la manière de les définir. Si vos actifs sont de simples investissements en actions ou en obligations, des sortes d'actifs ou d'instruments liquides, alors la valeur à risque est tout à fait raisonnable.
Si vous investissez dans des produits dérivés, dont les gains ne sont pas linéaires, les choses se compliquent. Les choses doivent donc être traitées au cas par cas. Mais si vous vous intéressez à l'analyse des risques, il y a toute une discussion sur les mesures cohérentes des risques que vous pouvez consulter. C'est très intéressant. D'accord, arrêtons-nous là. Je vous remercie de votre attention.